Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur tout ce qui concerne le PSG en ce 21 juin. Il fait beau, c'est le début de l'été, tout le monde est heureux, je l'espère, mais le PSG n'a toujours pas d'entraîneur. Ça commence à urger par rapport à la reprise de l'entraînement. Évidemment, c'est un dossier difficile à appréhender qui commence à nous énerver parce que chaque jour a sa vérité, celle du lendemain est différente. Évidemment, ça divise, il y a une balance entre Zidane qui est voulu, rêvé et négocié par Doha, et Galtier, qui est une volonté de Luis Campos chez les supporters. Pareil, il n'y a pas de juste milieu entre ceux qui croient à 1000% en l'arrivée de Zizou et ceux qui se veulent un petit peu lucides, qui disent il faut pas se leurrer, Zidane ne viendra pas, ce sera Christophe. C'est une question de temps. Dans tous les cas, les deux sont complètement différents. Ils ont vraiment que deux petits points communs, la nationalité française et les liens avec Marseille. Et encore, sur les liens avec Marseille, avec Zizou, tout le monde faisait tout un pataquès alors qu'il n'a jamais joué pour ce club. Et là, pour Christophe Galtier, on les entend beaucoup moins alors qu'il y a été formé, il y a joué et même il y a été adjoint. Bref, dans tous les cas, deux poids, deux mesures. Christophe Galtier, dans sa communication, a toujours été respectueux vis-à-vis du PSG. Il a par exemple défendu Neymar quand il avait baffé un supporter au Stade de France après la défaite contre Rennes en Coupe de France. Je crois que c'était en 2019, si je dis pas de bêtises. Toujours été courtois et puis bien sûr, il voit que là, il a l'opportunité de sa vie avec le banquet, le PSG. Selon certains médias, il y a un accord qui est trouvé avec Nice pour le faire venir. D'autres ont démenti l'existence de cet accord parce que ça négocie depuis quelques jours. Nice en veut 8-10 millions d'euros, ce qui est quand même un montant sur lequel on peut débattre. On va revenir dessus parce que si le PSG s'apprête à mettre 10 millions pour signer Galtier après en avoir balancé 15 pour virer Pochettino, là il y a quand même évidemment beaucoup de choses à redire. D'un côté, tu auras ceux simplistes qui te diront si on a un budget limité, pourquoi juger les sommes d'argent? Voilà, si on ne compte pas nos sous, si 25 millions c'est rien, bon bah arrêtons-nous pas là-dessus. Et les autres qui diront c'est n'importe quoi, il faut absolument pas mettre autant pour virer des entraîneurs, autant garder Pochettino parce qu'il n'y a pas de réelle plus-value avec Christophe Galtier. Bon, moi personnellement, je me situe entre les deux. Parce que d'un côté, je commence à me dire que pour cet été, il y a budget limité déjà. De l'autre, bah déjà la réalité c'est que Doha, là ils ont fumé Doha, ils sont sous drogue, ils ont été piqués, c'est pas possible. Parce que Galtier, c'est clairement pas ce qui leur correspond. Ou alors ils font clairement une confiance aveugle en Luis Campos. Ou alors on peut revenir tout simplement à Kylian Mbappé. Ils ont fait des concessions énormes pour sa prolongation et du coup ils sont obligés de se plier aux volontés de Campos qui fait indirectement partie du clan Mbappé. Mais dans tous les cas, Galtier par rapport à Zidane, bon, l'un a fait son CV en Ligue des Champions, là, important, l'autre sur le plan national, Ligue 1, Coupe de la Ligue et tout ça. Même d'un point de vue tactique, l'un, évidemment, est assez pragmatique, Zinedine Zidane. L'autre a des principes qu'on ne pourra pas lui enlever. Christophe Galtier, il a des défauts. C'est difficile de l'envisager réussir au camp des loges. Mais dans tous les cas, voilà, il a des principes très arrêtés. Il bosse beaucoup sa tactique. Ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à se mettre en tête avec les entraîneurs français. Et oui, ils ont des séances tactiques. Et oui, ils bossent à fond. Et Christophe Galtier aussi, vraiment, est un féru de tactique. Son 4-4-2 l'illustre bien. Encore une fois, toute la question, c'est de savoir si, il est possible à calquer sur cet effectif au PSG, et si les joueurs vont adhérer à ces idées, bien évidemment. Bon, l'un a un aura que l'autre n'a pas, bien sûr, donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Surtout à Doha, en fait, on a toujours fantasmé sur le beau jeu. C'est pour ça que Pep Guardiola est un petit peu le rêve. Thomas Tuchel, Unai Emery peuvent en témoigner. Et puis, Christophe Galtier n'est pas du tout inscrit dans cette lignée. Surtout, il n'a aucune expérience sur la scène européenne. Ça, c'est compliqué. Il y en a qui me disent « Ouais, Laurent Blanc, quand il arrive, c'était pareil. Au final, Laurent Blanc, c'est le plus beau jeu produit sous l'ère QSI. » Oui, mais enfin, Laurent Blanc, il a un passif de sélectionneur. Et en Ligue des Champions, je crois qu'il fait un 8e ou un quart de finale avec Bordeaux en sortant d'une poule dans laquelle il y a deux gros d'Europe. Je me souviens plus, je crois que c'est le Bayern et le Barça, mais à vérifier vraiment, à vérifier. Et je crois qu'il perd pas. Ça, j'en suis certain, il ne perd pas dans cette phase de poule où il a deux mastodontes en fait. Donc c'est déjà un petit peu mieux que Christophe Galtier, qui a une phase de poule dans laquelle, je crois, il n'a même pas gagné un match. Donc là, c'est un petit peu compliqué, voilà. Ça peut porter un petit peu à confusion. Après, oui, la première des bonnes nouvelles, c'est que pour la première fois depuis Carlo Ancelotti, on aurait un entraîneur nommé par le directeur sportif selon ses volontés et du coup un axe entraîneur-directeur sportif qui serait sur la même longueur d'onde, qui s'entendrait et qui ne porterait pas à défaut le club comme a pu le faire Tourelle avec Antero Henrique et après Leonardo publiquement dans les médias,
ou Pochettino, Leonardo. Mais pour Pochettino, en fait, je pense que le problème n'était pas vraiment Leonardo, c'était plus en fait Nasser et Doha. On va pas se mentir. Sergio Ramos, Lionel Messi, ce sont des dossiers qui sont vraiment voulus imposer par Nasser à Pochettino. Après Donnarumma, oui, c'est Leonardo et c'est un des plus gros fardeaux qu'on a mis sur les épaules en fait de Pochettino, parce qu'aujourd'hui, aucun entraîneur ne veut d'une cohabitation entre deux gardiens de classe mondiale, même s'ils ont tout le talent du monde. Bref, dans tous les cas, 10 millions, c'est astronomique. Ça peut diviser. Moi, perso, je me dis, en fait, c'est difficile parce que ça renforce la pression autour de Galtier. Hein. Là, c'est clair qu'il arrive, il est obligé de réussir, parce qu'il coûte très cher pour un entraîneur. On fait des concessions énormes. Et puis surtout plus que n'importe quel autre entraîneur, il a le mercato qu'il veut. Parce que là, Luis Campos est en train de lui préparer un petit effectif vraiment parfait pour lui. À savoir si, parce que Luis Campos voudrait, selon certains médias, mettre en place un système à 3 défenseurs. Lui, Galtier, est-ce qu'il va rester fidèle à son 4-4-2? Ça, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, la pression est absolument gigantesque. En Ligue 1, je ne me fais pas trop de soucis. C'est vrai que sa différence avec Pochettino ou les autres, qui est à son avantage, c'est qu'il connaît très bien le championnat. Pochettino, il arrive en tongue, il ne connaît pas le championnat et c'est limite à se demander s'il ne le sous-estime pas. Voilà. Hein, évidemment, on sait tous qu'à l'étranger, il y a une forme de prétention, de supériorité, on se sent supérieur à la Ligue 1. Et du coup, quand tu t'y retrouves confronté, tu perds des points un petit peu bêtement parce que tu travailles pas assez tes adversaires et ta tactique, tout simplement. Je pense que ça a été le cas de Pochettino. Galtier, c'est pas du tout le cas. Sa physionomie, en fait, sa philosophie, soyons objectifs. Dans les faits, avec Pochettino, ça a performé en Ligue des Champions sur la philosophie de Christophe Galtier. Attendre l'adversaire, le prendre évidemment tout de suite à la récupération en contre-attaque, avoir une finition clinique et jouer sur de grands espaces. C'est ce qu'on a fait en Ligue des Champions sous Pochettino. C'est la philosophie de Galtier. Du coup, si t'es logique, en Ligue des Champions, peut-être que sur un malentendu, tu peux te créer 2-3 références. Passer une double confrontation, c'est quand même difficile à envisager, mais si Galtier est nommé, je pense que l'année prochaine, il y aura 1 ou 2 matchs références en Ligue des Champions. Après, est-ce qu'ils seront en phase de poule ou en phase éliminatoire? Est-ce qu'ils seront décisifs ou non? Ça, c'est toute la question. Mais dans tous les cas, là-dessus, s'il reste fidèle à ses principes, bon, si les joueurs surtout aussi le respectent et surtout adhèrent à ses principes, mais moi je pense que dans tous les cas, au sein du vestiaire, il n'aura pas trop de problèmes tout de suite, évidemment, à se faire entendre de ses joueurs, en fait. Voilà. J'ai l'impression que ça, c'est plus un problème de supporters. Dans tous les cas, donc Saber Defarge, qui avait annoncé vendredi dernier un accord proche entre Zidane et le PSG, est un petit peu revenu sur son information, parce que Zidane, selon lui, est lui-même revenu sur ces fameux accords pour des raisons personnelles, professionnelles, tout ça. Galtier commence déjà à bosser les contours du futur effectif. Ça, pas de problème, hein. C'est clair que c'est sa grande différence avec Zidane. Zidane, s'il vient, ce sera son plus grand défaut. On sait qu'il aura fait ce choix par défaut en attendant l'équipe de France, et on sait qu'il n'est pas vraiment investi pour l'instant sur la saison prochaine, quoi. Le mec... il fait téléfoot, il fait Roland Garros. Dans téléfoot, il te dit « à 50 ans, je rêve de rien ». Il est à Ibiza avec toute sa famille. Il fait quelques petits allers-retours à Paris. Il fait des dîners avec tout le monde et n'importe qui. Bon, on peut pas dire qu'il soit vraiment très impliqué, quoi. Qu'il veuille vraiment du poste. Et Christophe Galtier, par contre, en parallèle, ah bah là, c'est la nuit et le jour, évidemment, entre les deux. Bref, dans tous les cas, dans la shortlist, par Christophe Galtier, eh bien, il y a Khéphren Thuram. Et ça fait plaisir. Parce que aujourd'hui, si tu recrutes Vitinha, si tu fais Renato Sanchez, et puis si tu regardes l'état de l'effectif, tu te dis, pour créer des complémentarités, là, il faut quand même un milieu défensif, et puis ajouter un petit peu de taille. Parce que clairement, aujourd'hui, il n'y a que Danilo qui t'offre ça. Eh bien, Khéphren Thuram, 21 ans, 1m91 et registre défensif, apparaît comme une bonne piste. Toute la question, c'est sur le prix. Est-ce que Nice va appliquer un tarif PSG? Et surtout sur la question, en fait, pour lui, d'une étape intermédiaire. Parce que c'est quelqu'un qui a éclos un petit peu sur le tard, on va pas se mentir. Il a 21 ans, c'est sa première saison vraiment pleine, où surtout, il a su garder un niveau constant dans un Nice de Galtier qui, au contraire, a descendu en régime au fil de la saison. La deuxième partie de saison est clairement pas la première. Et Khéphren Thuram n'est pas tombé dans le gouffre collectif individuellement, il a clairement surnagé. Bon, il a fait ses débuts à l'AS Monaco, je crois que c'est sous Thierry Henry, en Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid. Donc ça, évidemment, ça fait plaisir. Fils de Lilian Thuram. D'ailleurs, c'est un des seuls
ancien joueur, Lilian Thuram, qui a la chance d'avoir deux fils qui, bon, font des carrières un peu potables. Même si pour Marcus, ça commence à s'enliser en Allemagne, avec son histoire de crachat et tout ça, mais ça n'en reste pas moins un attaquant qui est quand même talentueux. Et puis pour Kefren, ça commence, mais dans tous les cas, il est vraiment sur la pente ascendante. Voilà, donc il signe à Nice sous Patrick Vieira, il fait quelques apparitions, et là, dans le 4-4-2 de Galtier, vraiment, il s'est vraiment imposé, et il est surtout polyvalent. Alors, il peut être milieu défensif, milieu central, comme Renato Sanchez aussi, se retrouver un petit peu sur les ailes, gauche comme droite, évidemment. Il sait jouer dans un double pivot. Ça, c'est vraiment le point commun de toutes les pistes qu'on a au milieu de terrain. Ils savent jouer dans un 4-4-2 ou alors dans un 3-5-2 et excentré. Ça, c'est très très important. Kefren Thuram en est tout à fait capable avec Marco Verratti, avec Vitinha par exemple, avec Renato Sanchez. Là, vraiment, ce serait trois doubles pivots qui seraient plus que complémentaires. Parce que lui est un bon récupérateur, dur sur l'homme, évidemment, 1m91, il a des capacités physiques et athlétiques. Avec le ballon dans les pieds, il est capable évidemment de casser les lignes, c'est la première de ses qualités, de ses caractéristiques aussi. Le porter aussi, bonne conduite de balle pour l'emmener dans le dernier tiers du terrain. Les renversements de jeu, il maîtrise, vers un ailier par exemple, c'est le cas dans le 4-4 de Nice. Il projette donc bien le jeu, parfois des petits soucis de concentration, de lecture du jeu, notamment dans Sodo. Ça, on sait que c'est un problème qu'on a déjà au PSG, plus avec notre défense que notre milieu. Mais l'appréhension de la profondeur, bon, lui, c'est pas trop son fort. Parfois, il se fait prendre un petit peu par une passe dans les intervalles qui casse la ligne. Il gère mal un petit peu dans son dos. Et d'ailleurs, Christophe Galtier l'a dit dans un entretien pour l'équipe à l'automne dernier. Bon, voilà un petit peu le profil auquel on a affaire. À savoir, comme je l'ai dit, le prix de Nice, qui sont quand même durs en affaires, 10 millions pour Galtier. Et franchement, 10 millions pour Galtier, alors que Nice veut s'en séparer. Nice a trouvé son remplaçant. Nice, évidemment, va reprendre l'entraînement avant nous, en fait. Ils sont dans la même situation que nous. Ils n'ont pas d'entraîneur avant la reprise de leur entraînement. Là, ils jouent vraiment le timing à fond. Un timing très très serré. Nous, les supporters parisiens, on s'excite qu'on n'ait pas d'entraîneur à 15 jours de la reprise. Eux, je crois que c'est dans une semaine, si ce n'est moins. Ils en ont toujours pas, quoi. C'est encore pire. Il y a une guéguerre en interne entre Christophe Galtier et sa direction. Bon, le PSG le veut, Galtier veut absolument se casser de Nice et venir au PSG. Toutes les parties sont d'accord. Je comprends pas pourquoi ça traîne, en fait. Peut-être parce qu'à Doha, on continue à pousser pour Zinedine Zidane, obstinément, parce que ça fait plus d'1 an qu'on lui propose Monts et Merveilles, et que lui refuse un petit peu, avec courtoisie certes, et qui surtout attend le banc de l'équipe de France. Bref, Kefren Thuram, super piste. Pour 20 millions, 25, je les mets tout simplement, parce que c'est un profil neuf. Pour moi, par exemple, ça aurait été un bon plan B à Aurélien Tchouaméni, qui au final a signé au Real pour 116 millions d'euros. Là, on aurait été bien, ça aurait été logique, parce que deux profils qui se ressemblent. Voilà. Et puis surtout, en signant un joueur de Nice, bon, tu fais rayonner la France, la Ligue 1, tu mets des fonds sur le marché français, voilà, le marché local, plutôt que de les envoyer en Russie avec Leandro Paredes. Maintenant, Kefren Thuram n'est pas de l'environnement Mendes, donc concernant les coms pour Luis Campos, Apero Henrique et toute la clique, là ce serait un petit peu moins conséquent que sur Renato Sanchez ou sur Vitinha. Bref, dans tous les cas, piste complètement validée, je suis amoureux du joueur. Passons au dossier Skriniar, parce que, pareil, ça commence à s'enliser, mais c'est pas plus mal. On sait très bien qu'à l'Inter, on a besoin de liquidité avant le 30 juin, donc, je l'ai toujours dit, dans ce dossier, il faut jouer la montre, parce qu'ils savent très bien que d'ici au 30 juin, le 28-29, s'ils n'ont pas trouvé leur liquidité, ils vont devoir vendre un petit peu par défaut et céder une offre. Le seul problème pour nous qui se posait, c'était de savoir si un grand club allait se positionner et allait tout de suite répondre aux exigences de l'Inter et nous faire basculer dans un jeu d'enchères. Au final, je le craignais vraiment parce que c'est vrai que Skriniar, en réalité aujourd'hui, le seul point de questionnement, d'interrogation, c'est le prix. Pas du tout le niveau. C'est quelqu'un qui va venir vraiment, clairement, renforcer cette défense. Un profil inédit, dur sur l'homme, un vrai rock qui est flexible tactiquement, très bon avec le ballon, dans la tête, dans les duels, aériens comme au sol, qui est capable de se sublimer dans les grands matchs, et qui est tout simplement un des meilleurs de Serie A. Aujourd'hui, sur le marché, c'est compliqué de trouver meilleur que lui, tout simplement. Et en plus, il est dans la fleur de l'âge, parce qu'il a 27 ans, je crois. Donc, le niveau n'est clairement pas la question, et c'est ça qui me faisait dire « Ouais, mais bon, il y a peut-être un grand club qui va se positionner, du type Chelsea, comme avec Achraf Hakimi,
Au final, visiblement, il n'en est rien. Et on devrait revenir à la charge, puisque notre première offre de 50 millions a été refusée, avec une offre de 60 et des bonus. Pour un an de contrat, c'est vrai que c'est discutable, mais encore une fois, on en revient au même point. Si on a le budget limité, bon bah, fonçons. Hein. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, les dossiers avancés, aujourd'hui c'est plus vraiment le cas, mais les dossiers avancés, c'était en défense et en attaque. Pas le milieu de terrain, qui reste quand même une priorité absolue. Vous me direz, bon, Vitinha, on l'attend, Renato Sanchez, ça se bouge, Kefren Thuram, ça sort, donc là-dessus, pas trop de problème à se faire. Par contre, pour les ventes, zéro pointé, hein, toujours rien. Hein. Antero Henrique, on ne sait pas trop ce qu'il fait, il a été missionné pour ça, et visiblement, c'est difficile de demander à Mendes une contrepartie de toutes les commissions qu'on lui donne, en plaçant un de nos indésirables à Wolverhampton, ou un autre club, par exemple, de sa galaxie. Voilà, tu vois ce que je veux dire, bien sûr. Bref, pour Skriniar, voilà, jouer la montre, pour moi, c'est un bon point. Et puis surtout, en fait, on sait très bien que l'entraîneur n'est toujours pas nommé et qu'il va falloir attendre un petit peu l'officialisation de cela pour boucler la phase active de notre mercato. Parce que l'entraîneur, bah, il a un petit peu son mot à dire, hein, à voir quelle philosophie il va y avoir. Parce que Skriniar, s'il signe, et que derrière c'est Christophe Galtier, bon, bah, ça part sur un 4-4-2. Tu peux l'envisager dans la charnière à droite, hein, mais compliqué de déloger Marquinhos Kimpembe en ce début de saison. Après, c'est sûr qu'en janvier, Skriniar risque très facilement d'en bouffer un des deux. Ou alors tu peux envisager Skriniar latéral droit, avec un système Nuno Mendes qui monte très très haut et Skriniar qui en phase de construction-relance vient s'intercaler avec ses deux centraux pour un système à 3. Mais encore une fois, ça c'est utopique parce que Achraf Hakimi a toute sa place. Quoique, Skriniar arrière droit et Achraf Hakimi milieu droit, ça peut être pas mal. Mais encore une fois, tout ça est conditionné au départ. En fait, on en revient toujours au même point. C'est un jeu de domino qui te ramène toujours au même point. Un départ, soit de Messi, soit de Neymar. Neymar, visiblement, selon Luis Campos, hein, parce qu'il veut vraiment s'en séparer. Je pense que Neymar va être associé à beaucoup de clubs à son retour de vacances. Là, il fait Miami, Vegas, il s'arrête, il fait un atterrissage d'urgence avec son jet privé en direction du Brésil. Heureusement, il est sain et sauf, il a pu reprendre son vol. À son retour, je crois que ça va pas être la joie. Hein, parce que clairement, Luis Campos, je pense très sincèrement qu'il n'en veut pas. Donc ça va être... il a été associé à la Juventus par Monblado. Alors bon, c'est pas un journaliste forcément fiable dans l'entourage turinois, mais dans tous les cas, voilà, un Chelsea, un Manchester United, ça peut éventuellement... Un Barça, par exemple, le Barça, s'ils réussissent à vendre Frenkie de Jong ou un truc comme ça, sur un coup de folie, parce que là, tout leur dossier commence à s'enliser. Bref, compliqué. Compliqué pour Neymar. Moi, perso, je pense qu'il va être associé à un petit peu tout le monde pendant tout l'été. Au final, je reste sur ma position. Il va rester, ça va être très difficile de s'en séparer. Mais dans tous les cas, ça va pas être la joie pour lui. Hein. À son retour, il va falloir qu'il se bouge vraiment la saison prochaine. Et puis Renato Sanchez, on terminera ici. Évidemment, le PSG s'est positionné. Les exigences changent et augmentent. Lille en demande désormais 25 millions d'euros sans les bonus. Selon des médias italiens Repubblica, il y a un accord pour ce montant avec le PSG qui a été démenti par Santi Aouna, média français. On va faire plus confiance quand même à l'environnement français. Parce qu'en Italie, croyez-moi, ils concurrencent vraiment l'Espagne. Di Marzio et Fabrizio Romano sauvent un petit peu les meubles, mais tous les autres, vraiment, c'est du tabloïd, quoi. C'est du tabloïd dans toute sa splendeur. Bref, très bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve très prochainement. On a hâte que tout soit officialisé parce que là, c'est vraiment chiant de faire toujours le même plan d'analyse en fait. Des rumeurs, donc le pour, le contre, les différences entre les différents candidats, où est-ce que je me situe entre les deux, l'état des lieux de l'opinion publique, l'avis des supporters, bon bref. C'est un système qui commence à me saouler. J'ai hâte vraiment que tout ça soit officialisé et qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, qu'on fasse les vidéos mercato parfait, les vidéos 11 parfait, calquer les principes tactiques de l'entraîneur sur les profils qu'on a aujourd'hui. Plus les jours passent, plus on semble s'en rapprocher, je pense quand même. Allez, ciao les amis et surtout, prenez soin de vous avant tout.